Bonsoir et bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour terminer ensemble cette semaine. Voici les titres de ce vendredi 30 septembre. C'est parti pour la 87e édition de la Foire internationale de Metz. Près de 500 exposants sont présents pendant 10 jours au Parc des Expositions. L'inauguration officielle a eu lieu ce matin, on y revient dans un instant. Dans l'actualité également, comment les collectivités s'organisent pour réduire leurs factures énergétiques. Focus ce soir sur la ville de Montigny-lès-Metz, c'est le grand format de la rédaction. Enfin, l'UFC Metz affronte ce samedi à 19h l'équipe de Pau. Après un mois de décembre catastrophique point de vue comptable, les Grenats doivent s'imposer à Saint-Symphorien. La météo, un week-end automnal nous attend, prévoyez vos parapluies si vous sortez. Et côté température, le thermomètre affichera 7 à 9 degrés ce samedi matin et remontera jusqu'à 18 l'après-midi. Enfin dimanche, nous gagnerons 1 à 2 degrés. Et puis l'invité du jour est Jean-Luc Baule, maire de Montigny-lès-Metz. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais dans les titres, nous reviendrons avec vous sur les grands projets de votre commune en matière d'énergie. Mais avant, l'actualité. C'est un événement toujours très attendu, la Foire internationale de Metz est de retour. Elle a été inaugurée ce vendredi matin et durera jusqu'au 10 octobre. Colline L'Expert a assisté à l'ouverture officielle. Regardez. C'est en musique que cette 87e édition de la FIM a été inaugurée ce matin. Pendant les 10 prochains jours, de nombreux visiteurs vont s'emparer des allées du Parc des Expositions. Stands d'ameublement, de gastronomie, de vêtements ou encore de créateurs, tout le monde devrait y trouver son compte. Si ce rendez-vous incontournable est attendu par le public, il l'est tout autant pour cet exposant, fabricant de brasiers, habitué à venir depuis 6 ans. Je fais 32 foires dans l'année et c'est ma deuxième celle-ci en termes de gain. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Il y a une bonne clientèle, les gens sont sympas. On fait beaucoup de ventes sur place et en plus on se fait connaître encore plus. Ouais. Plus on aura de clientèle et plus ce sera prospère. Et pour ceux qui exposent habituellement dans des villes telles que Lyon ou Paris, comme Amar, créateurs de collections haute couture, la FIM permet de faire découvrir leur travail à l'international. Le Grand Est, pour nous, est une région un peu privilégiée parce que nous avons des frontaliers, des Allemands, du Luxembourg, des Belges. Les clientes de la FIM apprécient le travail que je réalise, le petit clin d'œil que je fais aux peintres Mondrian, à Miro. Cette année sera donc haute en couleurs et tout aussi sportive, avec une exposition sur le thème de l'olympisme. Mais après 2 années compliquées, en raison de la crise sanitaire, ce sont de nouveaux défis qui attendent les organisateurs. Nous avons cette année 2 embûches, celle de l'énergie, celle d'une inflation qui n'est plus au trot mais qui est déjà presque au galop. Tout le monde s'adapte, mais je crois qu'aussi on a besoin de venir découvrir, on a besoin aussi de continuer à faire des achats, on a besoin de continuer à investir et la foire doit servir à cela. Et l'énergie, c'est quelque chose d'important pour faire fonctionner une foire. Donc dès l'arrivée de nos exposants, nous les avons sensibilisés sur un discours très pédagogique. Une fois arrivés sur leur stand, ils ont découvert aussi un tas d'indications pour réduire leur consommation d'énergie. Une foire qui se veut donc éco-responsable et festive et vous pourrez vous joindre à la fête jusqu'au 10 octobre. Et la semaine prochaine, Moselle TV déménage à la FIM. Les équipes vous proposeront toutes les émissions depuis le Parc des Expositions. Nouvelle un peu moins réjouissante désormais, créée en 1984, l'enseigne française Camaïeu était une pointure dans le prêt-à-porter. Car depuis 2020, l'entreprise a fait l'objet de 2 redressements judiciaires et avait été contrainte de fermer plus de 800 magasins à travers le monde. Crise sanitaire oblige. Eh bien, en début de semaine, le coup fatal a été donné avec la prononciation par le tribunal de Lille de la liquidation judiciaire. L'entreprise employait plus de 2500 personnes qui seront donc licenciées prochainement. Un demi-millier de magasins fermeront leurs portes ce samedi, comme celui de Sarreguemines que vous pouvez voir à l'image. Élan de solidarité et de générosité au casino d'Amnéville. Près de 220 personnes ont participé ce jeudi soir à un grand gala de charité. Un événement qui a pour but de récolter des fonds pour l'association Stop à la maladie de Charcot via une vente aux enchères et une tombola. Reportage Emma Facchetti. 1500, 1500, 1500, monsieur 1800. La vente aux enchères bat son plein.
Le maillot de l'équipe de France de football, dédicacé par les joueurs, a finalement été adjugé à 2 000 €. Une pièce unique qui fait partie des 18 lots vendus ce soir-là. On a eu beaucoup de personnes qui ont été sensibilisées par cette cause, qui ont souhaité apporter leur soutien en offrant finalement des lots. Ils nous ont dit voilà, moi je vous offre mon maillot dédicacé, Malher Mouka dédicacé, je pense à Gad Elmaleh notamment, Benoît Cosnefroy, meilleur grimpeur du Tour de France en 2020 entre la 2e et la 16e étape, nous offre son maillot à poids. Des lots, mais aussi des stars. La finaliste de l'émission Incroyable Talent, Lisa Dan, le danseur de Danse avec les stars, Maxime Desremez, tous se sont mobilisés pour collecter des fonds pour l'association Stop à la maladie de Charcot, présidée par le trentenaire lorrain Maxime Fouquet, atteint de la maladie depuis le 10 décembre 2021. Le montant récolté ce soir, grâce à vous, est de 25 888 €. Il faut savoir qu'une maladie Charcot, c'est quoi? C'est une capacité de bouger au final. Donc par exemple, il suffit que vous ayez une maison avec des escaliers, il faut équiper ces escaliers, il faut mettre une rampe, etc. Il faut se payer des fauteuils, il faut se payer des machines également qui vont vous permettre de communiquer ensuite, et tout ça c'est un coût. Donc on essaye un petit peu, via une soirée, on va pas sauver le monde ce soir, on va juste essayer d'amortir le choc de certaines personnes qui ont besoin de moyens logistiques pour tout simplement améliorer un quotidien qui devient de plus en plus infernal pour eux. Si plusieurs traitements permettent de ralentir la progression des symptômes, il n'existe à ce jour aucun traitement curatif de la maladie de Charcot. L'annonce a été faite lors du conseil municipal de ce jeudi. L'ancien cinéma Caméo, rue du Palais, à Metz, va devenir une salle de stand-up comparable au Jamel Comedy Club. Le projet a été confié à la société Imagine World. Et donc fini, le grand écran place à une salle privée de spectacles vivants. Pour rappel, le Caméo avait fermé ses portes il y a 5 ans maintenant. Passons désormais à notre rubrique grand format. Inquiets face à la flambée des prix de l'énergie, particuliers et collectivités font la chasse aux kilowatts gaspillés. Au-delà des mesures d'urgence comme la baisse du chauffage et l'extinction de l'éclairage public, certaines communes voient plus loin, vous allez comprendre. Avec son plan de sobriété énergétique, Montigny-lès-Metz compte alléger sa facture, mais surtout s'inscrire dans une logique de changement durable. C'est le grand format de cette semaine, signé Fanny Bragard. Alors que l'hiver s'annonce rude sur le front de l'énergie, Montigny-lès-Metz peut se frotter les mains d'avoir anticipé le virage écologique qui s'impose à tous. Reliée au réseau de chaleur urbain, cette centrale biomasse génère jusqu'à 30% d'économies sur la facture énergétique des 8 bâtiments communaux déjà raccordés. On estime l'effacement de l'impact carbone à hauteur de 3000 tonnes de CO2 sur une année. Le second argument, c'est d'accéder à une énergie qui ait un prix qui soit le plus compétitif possible et le plus stable possible dans un contexte énergétique très chahuté depuis quelques mois. À ce jour, l'équivalent de 1200 logements type F3 sont alimentés en chauffage et eau chaude par cette énergie renouvelable réputée verte. Pour éviter les déperditions énergétiques, Montigny a programmé jusqu'en 2025 4 millions d'euros pour la rénovation de son patrimoine. Parmi les édifices déjà réhabilités, ce restaurant scolaire destiné aux élèves des 12 écoles de la commune. Labellisé Climaction, cet ancien bâtiment industriel offre de hautes performances environnementales. On a mis en place une chaudière à condensation, des menuiseries double vitrage équipées de protection solaire pour le confort d'été. Nous avons aussi réalisé la mise en place d'une toiture de couleur blanche pour permettre la réflexion du soleil en période estivale. Ça nous permet d'avoir un bâtiment avec une forte inertie en période hivernale qui nécessite une faible production de chaleur, mais aussi en période estivale qui empêche, on va dire, la chaleur de rentrer dans le bâtiment. Remplacés il y a 2 ans par des menuiseries en PVC, les portes et fenêtres de l'école Marc-Sangny améliorent la performance énergétique du bâtiment. Mais en ces temps de sobriété, il n'y a pas de petites économies. Cet hiver, le chauffage y sera baissé d'1 degré. C'est un bon compromis entre baisser un peu les températures sans gêner quand même les élèves ni les enseignants dans leurs fonctions. D'après les calculs, ça fait une économie de 6% de la facture. Alors c'est sûr que par rapport à l'augmentation exponentielle de l'énergie, l'électricité et du gaz, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà bien et c'est déjà un début. La 3e ville de Moselle remplace peu à peu les lampes énergivores de son éclairage public par des LED.
Un choix durable et rentable qui réduirait de 60% leur consommation électrique, mais coûterait à la collectivité 1,4 million d'euros. Alors calculatrice en main, Jean-Luc Baule priorise les projets. Nous avions prévu un investissement important sur la plaine de la Vaquinière avec l'implantation de jeux, c'est une plaine de jeux. Et donc voilà, il a fallu couper en deux l'enveloppe. C'est à tous les étages qu'il nous faut faire des efforts. Donc je crois que ce qui est important aussi, c'est que chacun et chacune des citoyens que nous sommes, eh bien, nous soyons aussi à regarder nos dépenses d'eau, nos dépenses de gaz, nos dépenses d'électricité, pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi important qui se pose à nous. Face aux crises écologiques et économiques qui s'intensifient, Montigny est en quête d'indépendance énergétique, avec en ligne de mire un développement durable, à l'image du futur écoquartier Lysée, où 9 hectares de friches militaires se réinventent en cité modèle. Tournée vers l'avenir, la municipalité envisage l'installation d'une ferme photovoltaïque afin d'accélérer encore sa transition énergétique. Plein de choses, Jean-Luc Baule, dans ce reportage. Nous y reviendrons en plus en longueur dans quelques instants. Vous disiez finalement que l'effort doit être collectif. C'est le rôle aussi pour les communes, pour les maires, de montrer l'exemple. Bien entendu, ça fait très longtemps que nous avons pris le virage du développement durable, de l'écologie urbaine. Et je me souviens avoir longtemps parlé, échangé avec Jean-Marie Pelt, qui a été, entre guillemets, d'abord un ami et surtout le parrain de notre Agenda 21. L'Agenda 21, c'est l'agenda pour le 21e siècle, où, avec nos concitoyens, nous avons élaboré et pris 57 objectifs que nous avons tenus et qui consistait évidemment à intégrer à l'intérieur de la ville, dans toutes les actions que nous menions, dans tous les projets que nous avons portés, ces éléments de développement durable et de faire en sorte qu'on vive mieux et plus longtemps dans cette ville. Et passons désormais à l'agenda du week-end. Et Emma Facchetti m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Emma. Bonsoir. Vous nous avez sélectionné, Emma, comme chaque vendredi, quelques idées de sortie pour ce week-end. Et dès demain, la Moselle se met en rose. Et oui, comme chaque année depuis 28 ans en France, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Alors il y a déjà une multitude d'opérations organisées ce week-end pour sensibiliser la population et collecter des fonds. Parmi elles, le Metz Rose and Roll, embarqué pour une balade de 15 km à vélo, en trottinette, en skate ou en overboard, peu importe, tant que ça roule. Départ prévu ce dimanche matin, toutes les 15 minutes, de 9h30 à 11h, depuis le Parvis des droits de l'homme à Metz. Et si alors on est du côté de la Moselle-Est ? Si vous habitez dans le pays de Bitche, rendez-vous à la Sourtoise, une marche rose de 5 et 7 km organisée samedi à partir de 15h à la salle polyvalente de Sourtes. Et dans le sud, Artsviller, elle, organise aussi une marche avec 2 circuits de 6 et 11 km. Départ échelonné entre 8h30 et 15h. Une participation de 5 € est demandée pour chacune de ces courses. Et on n'oublie pas, Emma, bien sûr, d'enfiler notre t-shirt rose. Et pour la suite, on change de couleur et on se met au vert. Et oui, et j'espère que vous avez la main verte, Jean, puisque Hébertsviller organise sa 8e journée de l'arbre et du territoire ce dimanche de 10h à 18h. Sur place, il y aura tout ce qu'il vous faut pour créer votre jardin d'exception sans être un expert. Des spécialistes de l'arboriculture pourront vous conseiller et vous pourrez en même temps commander des arbres pour garnir vos vergers. Et pour ceux qui n'aiment pas trop jardiner, mais plutôt déguster, on a pensé à vous, puisque des jus de pommes, soupes au potiron seront à savourer lors d'un marché du territoire. On termine enfin avec quelques notes d'oranger avec feu. Et oui, vivez une expérience unique à travers un voyage poétique et étincelant. Samedi à la tombée de la nuit, vers 19h15, des torches, des arches ardentes, des fontaines flamboyantes et des milliers de pots illumineront le site verrier de Meisenthal. On va en prendre plein les yeux puisqu'au total, près de 1600 bougies ont été nécessaires pour créer cette découverte visuelle, musicale et sensorielle de la compagnie Carabosse. Un parcours gratuit et ouvert à tous. Ça vaut le détour. Merci beaucoup, Emma. Merci. Et puis à la semaine prochaine.
Parce que le numérique peut aussi initier au voyage, l'Office de tourisme Cœur de Moselle Saint-Avold se met à la page avec un jeu de piste virtuel pour valoriser son potentiel touristique. Proposé en ligne à 25 € le circuit, cette aventure immersive et ponctuée d'énigmes a déjà séduit une cinquantaine d'équipages. Fanny Bragard. Vous ne savez qu'une chose, votre périple sur les traces du trésor du soldat McBride commence au bord d'une vaste étendue d'eau dans la ville de Creutzwald. Bon, vous avez tout compris, on y va? Allez, c'est parti! Avec pour seul guide leur smartphone, ces jeunes femmes s'élancent dans une chasse au trésor, immersive et ludique, à la découverte des innombrables richesses des 116 communes du cœur de Moselle. On a créé ce jeu de piste qui vous emmène d'un côté un parcours nord, donc le nord du territoire, et de l'autre le sud. Ça vous permet de découvrir des endroits que peut-être vous n'avez jamais vus, certainement même, tout en devant réaliser des énigmes pour avancer dans le jeu de piste et chercher à découvrir le trésor du soldat McBride. Mais pour ça, il faut s'armer de patience et de logique. C'est assez compliqué, mais ça va, on gère là. On est en train de trouver des lettres. Ce premier mystère résolu, notre équipe de choc monte en voiture, outil indispensable car chaque circuit fait 80 km. Sans craindre de perdre le nord, les filles profitent du paysage. Il y a le côté aventure, on prend sa voiture et on suit une piste. Donc ouais, ça c'est super. En plus, on peut être à 4-5 par voiture. On peut être toute une équipe également. Et ça, oui, c'est super sympa. Bien que virtuel, ce jeu de piste invite les participants à lever les yeux et prendre le temps d'effleurer le riche patrimoine local. Nous, ce qu'on espère, c'est que les personnes qui participent au jeu, déjà, passent un excellent moment, s'amusent, qu'ils découvrent notre patrimoine, qu'il soit donc minier, qu'il soit historique, qu'il soit bien évidemment naturel, puisque on a un beau territoire à faire découvrir avec de multiples paysages. Développé avec la start-up mosellane Digicia, ce tourisme immersif 2.0 peut se décliner à l'infini. Entre découvertes insolites et parcours gastronomiques, l'équipe de l'Office de tourisme semble sur la bonne piste. Et on retrouve tout de suite notre invité du jour. Et ce soir, je vous le disais, Jean-Luc Baul, maire de Montigny-lès-Metz, est avec nous. Alors nous allons revenir avec vous sur les différentes mesures que Montigny-lès-Metz applique et va appliquer pour réduire sa facture énergétique. Tout d'abord, en matière de chauffage, y aura-t-il une baisse dans les bâtiments de votre commune ? Oui, bien entendu. Je pense que c'est nécessaire de faire un effort à tous les niveaux, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le petit reportage, et nous allons baisser de 1 degré, et ça fait chuter déjà de 6% la facture. Donc, vous voyez, ça va très vite. Dans tous les bâtiments, et probablement, donc, nous allons également analyser de très près, par contre, le chauffage des gymnases, car il y a des obligations qui nous sont faites par les ligues sportives. Donc, on est en train d'analyser tout cela, mais on va évidemment aller probablement sur une baisse générale. Voilà. Puis aussi, il y a des petits gestes, j'imagine, éteindre le chauffage la nuit, par exemple, aussi. Bien entendu, et puis l'éclairage, etc. Donc il faut vraiment que chacun soit conscient, et je pense que notamment les partenaires, c'est-à-dire les associations qui travaillent avec nous, soient aussi conscientes de la nécessité donc d'être sobre dans l'utilisation à la fois de l'éclairage, du chauffage, etc. Donc je crois que c'est un effort collectif. Ça va durer ce que ça doit durer, mais en tout cas, je pense que même si on fera comme je le pense sincèrement, pas tout à fait des économies dans un premier temps. En tout cas, je pense que sur une dimension de développement durable, on y sera tous gagnants. Parce que malgré finalement ces gestes, la facture sera quand même lourde. Bien entendu, on ne maîtrise pas le coût de l'énergie. Je crois qu'il y a des discussions actuellement entre les associations d'élus au niveau national avec le gouvernement, mais c'est au niveau européen que les choses se situent, notamment par rapport au prix de l'électricité. Donc, et donc de l'indice de l'électricité. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que nous soyons tous mobilisés. Et encore une fois, je crois qu'une collectivité comme une commune est en première ligne, car elle est la plus proche des concitoyennes et des concitoyens. Et c'est à nous de montrer, si je puis dire, le bon exemple à travers tout cela.
Alors cet été, 9 bâtiments communaux ont été raccordés au réseau de chaleur urbain, ce qui représente à peu près moins 30% sur la facture énergétique. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Entre 30 et 60% même. Entre 30 et jusqu'à 60%. Voilà, tout à fait. Est-ce que d'autres bâtiments vont aussi suivre? Alors pour l'instant, nous n'avons fait que 8, car un bâtiment, donc il y a beaucoup de travaux partout, et donc n'a pas pu être raccordé, c'est l'école Peupion. Mais voilà, bien entendu, nous travaillons sur le raccordement notamment de la piscine, de la mairie également, et donc nous allons, grâce donc aux travaux que nous menons en lien avec l'UM, essayer donc de couvrir la ville de chauffage urbain. Et donc voilà, le prochain quartier, écoquartier Lysée, sera connecté au chauffage urbain. Bref, on a fait un choix, je pense, extrêmement judicieux. Parfois, on m'a dit, vous êtes un peu fou de mettre une usine au milieu de la ville. Mais bon, on a choisi de faire une belle architecture et cette unité de biomasse donc, qui va apporter donc, du réseau de chaleur urbain sur la ville. C'est une bénédiction aujourd'hui, non seulement en termes de réduction des gaz à effet de serre, mais également en termes financiers. Autre élément, aujourd'hui votre commune est composée à 15% de LED. Quelle est la stratégie finalement que vous allez adopter pour ce qui est de l'éclairage? Ouais, donc ça c'est sur l'éclairage public. Aujourd'hui, sur l'ensemble du parc donc de réverbères, 15% sont déjà en LED. Pour certaines, il y a des communes, il n'y en a pas beaucoup, donc nous, on n'est déjà pas trop mauvais. Mais j'ai pris la décision avec mes collègues d'essayer de couvrir en une seule fois donc l'ensemble du parc de réverbères. Et donc, d'ici quelques mois, l'ensemble de la ville sera donc équipé en LED, avec aussi un système de modulation de l'éclairage public, ce qui nous dispensera de faire ce que font certaines communes, et en particulier villages, pour donc faire le noir total. Et je pense que dans une ville, c'est pas très sécurisant. En revanche, le système très numérique nous permettra, en tout cas, de réduire de façon substantielle donc l'éclairage et donc évidemment à la fois réduire la facture, bon, quoique c'est du LED et que ça coûte jamais très cher une fois que c'est installé, mais également permettra de garder un sentiment de sécurité et avec un éclairage minimal dans les rues. Dernière question très rapidement, Jean-Luc Baul. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage, le chiffre du budget approche les 4 millions en ce qui concerne d'ici 2025. Est-ce que ça nuit sur d'autres budgets peut-être de la ville, justement, ce budget qui est consacré c'est ce que nous avions déjà consacré dans notre prévision de notre programme pluriannuel d'investissement. Et là, j'ai fait un choix que j'ai expliqué tout à l'heure dans le reportage de couper un budget qui était prévu à hauteur de 1 million pour précisément aller sur l'éclairage public, la totalité, 100% LED pour Montigny. Donc c'est notre prévision immédiate. Et je parle également des éclairages de Noël qui sont d'ores et déjà en LED. Donc l'ensemble du parc est déjà LED. Donc nous sommes assez vertueux, mais à nous de continuer et surtout que chacun soit mobilisé à titre personnel, parce que là aussi il s'agit de faire des efforts, y compris chez les particuliers. Merci infiniment, Jean-Luc Baul, d'avoir accepté notre invitation. Nous terminons avec l'image du jour. René Cordier, fidèle entraîneur de Dombasle Boxe, s'est éteint ce vendredi à l'âge de 76 ans après plusieurs jours d'hospitalisation. Il aura entraîné notamment David Guéraud, Anne-Sophie Mathis, Nordine Mouchy, Greg Tony et plein d'autres boxeurs. René Cordier était un personnage connu de tous, attachant mais aussi très respecté. Nous présentons toutes nos condoléances à ses proches. Voilà, Moselle Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Club de la Presse et de Dragon Mag. Enfin, à partir de lundi et pour toute la semaine, Moselle Info se délocalise à la Foire internationale de Metz. Je vous souhaite un excellent week-end sur Moselle TV. À très vite.